augmenter sa communauté avec la blockchain. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien, c'est exactement l'objet de cet épisode. On va creuser avec Jules Foy, spécialiste des DAO, Decentralized Autonomous Organization, comment la blockchain est une technologie qui peut rendre vos collectifs, organisations, entreprises plus efficients. On a balayé pas mal de cas d'usage, du management décentralisé au sein d'une entreprise au rôle futur des fans dans la creator economy. Vous allez découvrir l'intérêt d'augmenter votre collectif avec une DAO. Attention, l'épisode est technique, exploratoire, exigeant. Alors accrochez-vous car le futur, ça se mérite. Vous êtes sur Airparty, le podcast des communautés augmentées. Très bonne écoute. Finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to Airparty? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Je suis ravi d'accueillir dans ce nouvel épisode Jules Foy, fondateur et head of du Cryptosphère Accelerator, qui est un accélérateur étudiant de projets Web3, un fondateur également de Mandalabs, une startup qui améliore les DAO. Et aujourd'hui, si Jules, tu es là, c'est parce qu'on va parler de communautés décentralisées. Et tu viens nous expliquer pourquoi cette technologie, ou en tout cas ces cas d'usage, peuvent être intéressants pour des personnes qui veulent pousser leur entreprise à devenir plus innovante. Donc Jules, communauté décentralisée, qu'est-ce qu'on entend par là ? Salut Alex. Pour moi, c'est l'évolution du management décentralisé. Chacun a une part de responsabilité et une part d'action dans le groupe. C'est plus seulement une diffusion de connaissances ou une diffusion hiérarchique d'ordre. C'est un groupe communautaire qui va agir par lui-même. Et par rapport au management décentralisé, il y a une nouvelle innovation majeure, c'est que ce groupe va être capable de gérer lui-même l'argent. Et cette communauté va pouvoir choisir ce qu'elle finance à hauteur de ce qu'elle finance selon les règles qu'elle a décidées. Et c'est ça tout l'enjeu de la gouvernance dans les organisations décentralisées. Alors, décentralisé, on est d'accord, ça repose sur la blockchain, c'est ça, hein, ça va reposer sur cette technologie qui est nouvelle, hein, qui est assez récente. Oui, on peut comprendre un peu mieux la technique derrière les DAO. Les DAO, c'est simplement de l'argent dans un coffre-fort, sauf que cet argent qu'on appelle dans un coffre-fort, c'est dans un wallet qui est un portefeuille sur la blockchain. Mais au lieu qu'une seule personne possède ce wallet, comme c'est actuellement le cas pour interagir avec la blockchain, ce wallet est partagé avec tout le monde dans l'organisation. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès au wallet, c'est seulement si on arrive à se mettre d'accord, on va pouvoir avoir accès à ce wallet. Ça, ces règles-là, elles sont codées dans un smart contract. Un smart contract, c'est des programmes intelligents qui reposent sur du code et c'est ça qui permet de faire de la monnaie programmable sur, par exemple, Ethereum ou les autres blockchains compatibles. En gros, c'est la bourse. En fait, tu es en train de nous dire, c'est la bourse de l'assaut, quoi. C'est le pot commun qui est super structuré grâce à la blockchain et qui est instancié grâce à la blockchain. C'est un peu l'image. C'est le premier exemple de la cagnotte. Et à la différence de la cagnotte, il y a personne qui peut partir avec la caisse, c'est-à-dire personne à l'intérieur, pas le créateur, pas la plateforme qui crée la cagnotte et qui garde l'argent, pas la banque qui peut ne pas autoriser la cagnotte verse à la personne qui avait décidé, comme on a vu dans des exemples assez récents. C'est la liberté totale et restreinte aux utilisateurs. Parce que cette fois-ci, on fait confiance à du code et on désintermédiarise, on empêche la censure. C'est ça la réponse de la décentralisation, c'est empêcher la censure. C'est empêcher la censure, empêcher le vol. C'est marrant de commencer à expliquer les communautés décentralisées en parlant de pognon direct, quoi. Non, mais c'est parce que c'est le nerf de la guerre de création de valeur, en fait, finalement. Et que cette création de valeur-là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour qu'elle soit justement partagée, protégée, en gros, les anciens outils ne conviennent pas. C'est ça. Et c'est là où les communautés décentralisées qu'on construit, en tout cas, sur la technique blockchain, apportent des réponses. C'est ça ? On a construit notre modèle juridique sur la responsabilité
responsabilité en disant si je fais une bêtise, je suis puni. Mais en blockchain, avec le pseudonymat, c'est très difficilement applicable en disant Ouais. si je pars avec la caisse, je pars avec les cryptos, jamais on me retrouvera. Donc pour empêcher ce cas d'usage, on est parti d'un postulat différent en disant on va autoriser seulement, on va empêcher toutes les autres actions, on va autoriser seulement le minimum. Et c'est ça le minimum, c'est dire quelles sont les conditions à laquelle on distribue l'argent. C'est ça une DAO. C'est cette réponse en disant qu'il n'y a plus de la responsabilité n'existe plus. Elle est partagée dans un grand, grand nombre d'acteurs, que ce soit 10, 100, 1000, 10 000, plusieurs millions, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et personne n'est responsable à 100%, personne n'a le contrôle. C'est seulement si on accepte de travailler ensemble, si on accepte, on arrive à un consensus. Sinon, il ne se passe rien. Alors du coup, comment tu construis et tu gères une communauté décentralisée? C'est quoi aujourd'hui les outils pour faire ça? Une DAO va être composée pour l'utilisateur d'une stack avec un moyen de discussion avec les autres membres. Donc aujourd'hui, même des outils Web 2 comme Discord sont très très utilisés. Et après, un autre système qui va permettre de voter, de prendre la tendance du groupe, qui est une plateforme de gouvernance, on appelle ça comme ça. Donc la plus connue, c'est Snapshot, qui permet à chacun de créer des propositions et de voter. Snapshot, ok. Donc avec un Discord et Snapshot, potentiellement, on peut développer une communauté décentralisée assez facilement. C'est ça que tu dis? D'accord. Oui, ça c'est le premier niveau de communauté décentralisée. Parce que Snapshot, ça fait pas des votes qui sont directement on-chain, c'est seulement des sondages pour savoir les tendances. Pour avoir une organisation décentralisée, il faut à la fois que le pouvoir de décision soit distribué, que plein de personnes et chacun a un pouvoir et que personne n'ait un poids monopolistique qui lui permet de prendre toutes les décisions. Et derrière, que l'exécution soit inarrêtable. On a vu récemment que dans certaines DAO, qui n'étaient pas 100% décentralisées entre la prise de décision et l'exécution, comme ce n'étaient pas les mêmes personnes qui décidaient, les personnes qui exécutaient, il y avait des tensions. Donc, par exemple, avec Arbitrum, qui est un layer 2 d'Ethereum, qui est une surcouche d'Ethereum pour que les frais soient moins chers, une décision a été votée par la DAO, qui était de ne pas allouer autant de fonds à la fondation. Et pour autant, la DAO a quand même dit, n'a pas reconnu le vote et a quand même fait l'opération. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est un des problèmes aujourd'hui. C'est que pour qu'il y ait une décentralisation totale, il faut qu'il y ait une décentralisation à la fois sur la gouvernance et à la fois sur le layer technique qui est l'exécution. Ok. Et aujourd'hui, parmi tous ceux qui essaient, en tout cas qui développent ces communautés décentralisées, est-ce que finalement, c'est un outil, une technologie qui peut passer à l'échelle? C'est-à-dire, en gros, est-ce que ça permet de faire des collaborations à une échelle qui correspond à un monde aujourd'hui globalisé? Aujourd'hui, les communautés Web 2, en tout cas les outils pour faire des communautés Web 2, ça scale très très vite. Est-ce que dans le Web 3, ça offre la même puissance? Voilà, c'est très intéressant de se poser cette question au niveau de... Moi, j'aime bien me la poser sous l'axe de l'organisation. Par exemple, toi, Alex, tu fais partie de quelles organisations en tant que personne? Tu fais partie d'une famille, tu fais partie du travail, tu as créé peut-être toutes les personnes avec Airparty. Ça, c'est à l'échelle locale, mais tu vas aussi être membre d'un département, d'une région, d'un pays, d'un continent, d'un club sportif et un citoyen de la Terre. Là, tu peux avoir des passions, tu peux avoir certains centres d'intérêt et tu peux après suivre certains clubs de foot ou certains clubs de sport. Mais comment tu les rejoins, comment tu les suis? Sur les communautés Web 2, c'est possible. C'est-à-dire, tu vas pouvoir aller sur Twitter et suivre toutes ces informations en même temps, chacun individuellement. Mais la question, c'est comment tu vas te faire entendre en retour. C'est-à-dire, ça va être facile de te diffuser de l'information de l'émetteur à celui qui reçoit. Par contre, comment toi, tu vas pouvoir contribuer à temps partiel, à temps plein, pour faire ce que tu aimes, c'est-à-dire faire partie et faire vivre ces organisations. Et c'est ça la proposition de valeur. C'est plus seulement la diffusion, c'est de la création collective. Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'un cinéma. Dans un cinéma, on peut mettre 700 personnes dans une salle, tout le monde va voir un film, et on va diffuser de l'information, le film, à toutes les personnes, ce qui est la pratique. Maintenant, on va prendre ces 700 personnes et on va en faire un petit village. Le matin, tu vas à la boulangerie, l'après-midi, tu vas faire tes courses et tu vas prendre un café. Il va y avoir beaucoup, beaucoup plus d'interactions entre les gens. Ça veut dire le nombre de combinaisons que tu peux faire d'interactions entre les personnes est exponentiel par rapport à seulement la diffusion. Et c'est ça la scalabilité, c'est de se dire que tu peux à la fois faire ça à toutes les échelles en même temps. Tu peux être acteur
à toutes les échelles. Même s'il y a 40 millions de personnes dans l'organisation, ta voix pourrait être entendue. En fait, ce que tu dis, c'est que c'est le passage à l'échelle, non pas simplement la capacité de broadcaster des choses one to many, quoi. Ça, le Web 2 le fait bien. J'ai envie de dire même l'analogique le faisait bien au beau temps de la télévision. Par contre, ce que propose et ce qui est révolutionnaire avec le Web 3, c'est que ça permet la scalabilité du many to many. Et ça, c'est dingue. C'est effectivement, ça permet à ce que chaque personne dans ta salle de ciné, elle puisse elle-même actrice ou avoir un rôle. Alors, l'exemple de salle de ciné, je sais pas, mais effectivement, si tu prends une pièce de théâtre, disons, voilà, où il y a le public, potentiellement, le Web3, ça permet au public de rentrer un peu dans la pièce, quoi. En fait, chacun devient un peu acteur et parce que technologiquement et granulairement, ça devient possible. C'est ça? On arrive rapidement à donner les outils à chacun pour qu'il soit responsabilisé et qu'il puisse être autonome dans l'organisation pour pouvoir agir, apporter sa pierre à l'édifice et contribuer. C'est ça tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'ensemble, on va pouvoir faire tellement plus de choses que si on était tout seul ou qu'on diffusait. C'est ça la proposition. Une des Il n'y a propositions. pas de place pour les lurkers dans les communautés Web3. Enfin, dans les DAO, on va dire plutôt. Elle est structurée par essence. Normalement, chacun a un rôle. En tout cas, chacun peut en avoir un et limite doit en avoir un dans cette communauté. Ça, c'est tout le rôle du design de l'organisation en récompensant ceux qui sont actifs et en pénalisant ceux qui ne le sont pas. C'est un des modèles incentives, ou si on peut parler d'une autre chose, c'est comment on arrive à créer sa DAO, quelle économie on peut donner pour incentiver, pour rémunérer les gens, pour leur donner pour les récompenser de participer. Parce que si c'est pas un salaire et que c'est du travail, il faut quand même motiver les gens à être actifs. Alors sur ce point, tiens, de la carotte, l'incentive en question, est-ce qu'elle n'est pas plus forte si elle vient pas justement d'éléments comme de l'argent ou comme des cadeaux? Est-ce que c'est pas plus fort justement quand l'engagement il est par rapport aux valeurs? Moi, j'aimerais dire les deux. J'aimerais bien dire que tu vas pouvoir être rémunéré pour faire ce que tu aimes et que ça soit une passion, tu puisses quand même être rémunéré à travailler pour ta passion. Donc, avoir ce côté, je travaille et j'aime ça, donc je suis bon. Et en plus, je fais uniquement ça gratuitement. Ouais, C'est ça ça te la dit, c'est pas proposition l'un ou derrière. l'autre, c'est l'un et l'autre, quoi. Et c'est là où on se place en disant, bah, je vais aimer travailler, je vais retrouver du sens dans mon travail parce que j'aime ce que je fais et je peux arriver à rejoindre les communautés des gens qui me ressemblent ou des gens qui arrivent à faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça que la place de la DAO, pour moi, c'est un système ad hoc. C'est pas une asso, c'est pas une entreprise, ça peut être les deux. Mais je crois qu'il y a une vraie place pour les organisations décentralisées entre les assos et les entreprises. Un moyen de gérer une communauté à beaucoup, pas forcément dans un but ultra lucratif ou ultra profitable, mais en étant quand même récompensé pour son travail à la juste valeur et de manière et sans que ça soit tabou de parler d'argent. Donc du coup, qu'est-ce qu'une DAO? Parce que tu nous parles de DAO, mais explique-nous un peu ce que c'est. C'est un outil qui vise surtout à instancier un peu les règles de la gouvernance d'une organisation, c'est ça? Donc, déjà, la DAO, c'est un sigle qui veut dire Decentralized Autonomous Organization. C'est un concept, c'est un label qu'on peut mettre sur une communauté qui fonctionne d'une certaine manière. Cette communauté va fonctionner sans chef, avec un pouvoir de décision qui va être partagé entre tous les membres et sans qu'il y ait aucun boss, patron, qui puisse, d'un point de vue unique, stopper ou décider pour tout le monde, ou imposer sa prise de décision. Donc très collectif, très collégial, et ça vise à préserver, protéger le système, quoi, en gros. Oui, ça veut dire que c'est un très bon moyen d'auto-préservation d'un système. On va prendre un exemple. Pour gérer de l'open source, c'est quelque chose de très très utile en disant bah, on va incentiver de temps en temps faire payer des contributeurs pour gérer l'open source et en fonction de qui contribue à quoi. On peut partager les communs, on peut travailler sur des communs en étant rémunéré. Quels sont pour toi, en fait, les défis pour une grande organisation, une grande entreprise qui voudrait mettre en place chez elle une DAO? Est-ce que tu en connais? Est-ce que tu as des exemples qui permettraient de se projeter un peu plus sur la mise en place d'une DAO lorsqu'on est une grosse organisation? Oui, il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête. Le premier, c'est la coalition Web3 faite par PwC sous la forme d'une DAO avec Helix.
représentant digital de l'ONU, qui a rassemblé un grand nombre d'acteurs corporate pour arriver à favoriser l'émergence des technologies Web3 pour atteindre l'objectif fixé par l'ONU sur les problèmes de changement climatique dès 2030. L'idée, ça va être de rassembler des gens qui ne se connaissaient pas pour travailler et avoir différents projets qui peuvent éclore de cette organisation qui est communautaire pour arriver à montrer que le Web3 et les technologies blockchain peuvent fonctionner. Donc Et là, on peut se saisir de cette technologie-là, enfin de la blockchain au service d'un collectif, quand on est une grosse boîte, quoi. C'est pas impossible. Il y a des exemples. Ça, c'en est un qui Voilà. est génial. Hein, je le connais bien. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter la super conférence que tu as donnée sur Vivatech avec Elix et PwC. Donc, je mettrai le lien en show notes. Et ouais, c'est un super exemple. T'en as peut-être d'autres ou peut-être d'autres cas d'usage? J'ai d'autres cas d'usage. Je ne sais pas encore s'ils ont été implémentés, mais un cas d'usage qui se travaille actuellement, c'est l'indépendance de certains pôles d'entreprises pour leur donner leur autonomie. Comme je disais au début, c'est l'évolution du management décentralisé. Donc, par exemple, un pôle innovation, devenir autonome en gérant lui-même son budget, en disant chaque année, vous savez que vous avez un budget de temps. Maintenant, ça va être à la fois les startups incubées, les nouveaux projets, les organisateurs qui fonctionnent, ou ça va être directement les startups qui proposent des allocations de fonds et la team de l'orga qui regarde, qui valide, qui débatte avec un pouvoir de décision qui est partagé et qui n'est pas seulement descendant ou vertical. Ça, c'est Donc, en fait, c'est quand même puissant ton idée parce que alors, tu me dis tu t'as pas vu d'exemple, mais c'est ça que tu me dis. Pour l'instant, tu n'as pas trop vu d'acteurs français se mettre sur le sujet, mais ça ne saurait tarder. C'est ça que tu dis? C'est ce que je suis en train de dire, oui. Ouais, Sans c'est très puissant. Ouais, c'est très puissant parce qu'effectivement, quand tu fais de l'innovation ouverte avec des parties prenantes externes, les outils qu'on a aujourd'hui, c'est du Web 2. Et très bien, le Web 2. Il y a des plateformes, des modèles de plateformes qui existent, qui sont quasiment les mêmes depuis 10 ans. Et il y en a qui font le job. Hein. Mais la création de valeur commune, et pour la startup et pour la grosse organisation, elle demande un travail et un pilotage qui n'est pas tout le temps évident, que pourrait finalement faciliter la blockchain. C'est ça que tu dis? Enfin, les DAO. Oui, ça peut même aller beaucoup plus loin. Ça veut dire avoir un pôle autonome, décentralisé d'innovation, qui peut être commun à plusieurs entreprises. En disant, il y a trois entreprises qui financent ce pôle-là, mais ce pôle est totalement autonome et ne répond pas, ne subit moins de pression que un pôle classique, avec une plus grande liberté et donc favoriser vraiment de l'innovation libre, communautaire et avec plus de ressources, comme on peut faire les choses un peu plus grand et en partageant les ressources même physiques que chacun a, que les autres n'ont pas. Un peu comme des accélérateurs qui sont financés par des corpos, en gros. Ça serait un peu un modèle comme ça, où il y aurait plusieurs entreprises qui pourraient abonder dans un fonds Web3 qui serait géré sur les règles d'une DAO et qui serait piloté de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus équitable et beaucoup plus sécure que n'importe que tout ce qu'on a vu de génial, hein, certainement, mais dans les technologies du Web2. C'est ça que tu dis, ça pourrait permettre d'aller beaucoup plus loin que le simple management. Ouais. Ça fait beaucoup plus loin. Deux innovations, l'innovation au niveau de la gouvernance, de qui prend les décisions, comment dans le pôle innovation, l'innovation de process. On va changer un peu les règles et cette fois-ci, le management décentralisé qui peut ne pas être pas très bien exécuté prend tout son sens parce que derrière le management exécuté, l'argent suit. Donc sinon, il y a un vrai problème structurel. Après, il faut dans ce modèle-là, DAO appliqué au Cellino, dans ton exemple, il y a quand même, j'allais dire du pognon. Il y a quand même une bourse qui est gérée et il y a un flux de trésorerie qui est un peu le cœur du sujet. Ça marche aussi s'il n'y a pas ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer une DAO qui gère la création de valeur, mais sans qu'il y ait forcément un budget piloté? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a souvent la confusion qui règne. Une DAO est autonome seulement si elle a son propre financement. Sinon, elle va reposer sur d'autres artefacts. Intéressant. Okay. C'est-à-dire une organisation qui n'a pas de financement, qui peut être décentralisée, on va plutôt qualifier ça de forum. Par exemple, un forum, c'est une organisation qui est décentralisée mais qui ne gère pas d'argent, dans la plupart des cas. Et c'est là l'évolution, c'est là pouvoir gérer ce pot commun. Et c'est tout ça l'enjeu, c'est qui va gérer le mieux ce pot commun pour être le plus efficace
et comment on va pouvoir innover dessus. Ce, Alors, ouais. ce modèle de DAO, ça va être aussi permettre de mettre en place des contre-pouvoirs, avoir des contre-pouvoirs dans l'organisation, tous les niveaux, en se disant je m'assure d'avoir cette liberté et au final, je peux faire le pari que dans quelques années, si des pôles ne sont pas autonomes, alors ils seront considérés comme pas bien faits. Parce que si un pôle a une fonction de contre-pouvoir mais n'est pas autonome, alors elle ne peut pas être considérée comme efficace. Toi, en fait, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, c'est que tu peux pas être vraiment responsable de quoi que ce soit si tu n'es pas pleinement autonome. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est quand les unités seront pleinement autonomes, elles seront pleinement responsables et on pourra vraiment, on pourra vraiment piloter et mesurer la performance. C'est ça que tu dis? Je te donne un exemple. Un système de contre-pouvoir dans les organisations, ça peut être un pôle RSE. Un pôle RSE doit s'assurer de la compliance sur pas mal de systèmes, que ce soit environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Ouais, la compliance, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est un gros sujet, hein. Et donc, ça peut être paradoxal de dire qu'un pôle ESG qui est censé être un contre-pouvoir n'est pas autonome ou libre de ses mouvements. Comment s'assurer qu'il fait bien son travail? Lui donner son autonomie, c'est une preuve qu'il est libre dans l'organisation et qu'il peut faire son travail comme il est demandé. L'autonomie, ça demande des sacrifices, ça demande un financement extérieur, qu'il n'ait pas de pression financière dessus, et ça demande une certaine transparence dans les méthodes de travail avec pas mal de reporting et de mise en commun du travail fourni. Tu penses qu'on est prêt en France sur ça ou pas? C'est une vraie question, hein, parce que il y a le virage. Hein, et deuxième question qui va avec, c'est ça s'adapterait bien sur quelle taille d'organisation? Est-ce que seules les très grandes organisations peuvent s'y mettre, ou est-ce qu'au contraire, c'est plus adapté à des entreprises de taille intermédiaire? On en est où, nous, en France, sur la capacité à implémenter ce genre de modèle, d'après toi? Ça prend une petite seconde de réflexion pour arriver à donner une réponse, mais je pense qu'aujourd'hui, l'innovation se diffuse beaucoup, beaucoup plus vite qu'on peut le penser, et quand les premiers acteurs le feront parce qu'ils veulent montrer que c'est possible et parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire, ceux qui vont traîner le pied vont être obligés de se mettre Mettre au pas, ouais. jeu très, Mm. très vite. Donc aujourd'hui, non, on n'est pas prêt. Aujourd'hui, déjà parce que de me considérer ce que c'est une DAO ou même avoir un simili pour les entreprises. Au niveau régulation, on n'y est pas non plus. C'est encore des systèmes, des véhicules qui sont extrêmement nouveaux et qui ne sont pas matures. Par contre, s'inspirer pour expérimenter, c'est tout là l'enjeu aujourd'hui de voir ce qui est possible de faire et pouvoir se dire qu'on peut faire les choses à la fois sur la méthode en disant ok, pour l'instant, on n'essaye pas la technique, on n'essaie pas de se mettre sur la blockchain. Par contre, on va faire comme si et on va essayer d'avoir une gouvernance décentralisée et on regarde si on s'y tient ou pas. Et si on s'y tient, on peut essayer de mettre quelques outils informatiques, d'autres outils informatiques basés sur la blockchain pour être sûr que personne ne puisse tricher. Et faire ça de manière progressive. Ouais, là, c'est intéressant parce qu'on a vu à peu près 2 exemples d'applications quand on est une grosse boîte de DAO. Donc, il y a la DAO qu'on peut, de manière très innovante, pour le coup, si on est un peu joueur, si on peut l'appliquer en interne. Donc, ça, c'est un premier cas d'usage où on peut imaginer un peu le management de demain. Hein, c'est un peu ce que tu dis, avec de l'autonomie. Voilà. Et puis, il y a le deuxième cas où les grandes organisations peuvent faire partie d'un collectif qui est externe à l'organisation et donc un collectif qui sera lui aussi décentralisé. Et ça, c'était plutôt l'exemple d'Elix que tu citais. Donc en fait, il y a plein de possibilités quoi finalement pour s'y mettre. Il y a plein de possibilités. Maintenant, ces DAO, ça permet qu'un groupe puisse s'organiser pour travailler ensemble et avec une taille jusqu'à présent jamais atteinte. Avoir plusieurs centaines de milliers de personnes, quelques millions de personnes qui arrivent à travailler sur une même tâche, dans un même objectif et qui vont contribuer ensemble à réussir, qui vont réussir quelque chose qui n'était pas le cas avant. Qui vont créer de la valeur commune quoi. On a vu des exemples de crowdfunding. Crowdfunding, c'est comme avec les ICO où beaucoup de personnes vont mettre des fonds en commun pour acheter un bien qui va devenir public. C'est le cas de Constitution DAO où il y a plusieurs millions de personnes qui ont mis On va y racheter là, ouais. pour essayer de racheter une copie de la Constitution américaine. Et c'était quelque chose
ils n'ont pas réussi, c'était un beau cas d'usage. Mais pour montrer le genre d'exemple qui existe aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple, mais qui avant était très difficile à faire, de rassembler autant de personnes autour de ce sujet. Je te donne moi un exemple, j'ai envie de dire Web 0, mais qui est pas du tout lié au web, mais la création de biens communs à l'échelle d'une société. Tu prends juste l'exemple de la Sécu, qui est quand même financé par nos impôts, tu vois. Cet exemple qui est hyper macro, hyper politique, tout ce que tu veux, c'est quand même la création d'un bien commun par des membres pour les membres. La Sécu, c'est un super exemple, non? Ah oui, toute institution est un super exemple. Les DAO font office d'organisation autonome et décentralisée, donc peuvent être Donc considérés parfaitement comme des adapté. institutions. Ouais. Nos institutions aujourd'hui reposent sur des normes sociales en disant qu'on considère que ça va fonctionner et qu'on croit en elles. On a un système où on fait confiance à l'État pour nous délivrer un titre, et donc avec ce titre, on peut appeler notre organisation startup. Avec une DAO, c'est le modèle qui change. En disant c'est une institution. Si on peut faire un tribunal, on peut prendre l'exemple d'un tribunal. Il y a des tribunaux décentralisés où il y a de l'argent qui est loqué, et c'est seulement si ce groupe se met d'accord comment répartir l'argent, se met d'accord, qu'ils vont arriver à répartir l'argent et prendre leurs décisions. Donc un exemple connu, c'est avec les paris. Il y avait un pari qui a été fait sur l'élection de Trump et de Biden, en disant qui va gagner. C'était on-chain avec des smart contracts. Mais il y a eu un problème pendant l'élection, je ne sais pas si tu te rappelles, à la fin, on avait des suspicions de triche. Donc, qui a gagné quand il y a la triche? C'était tout ça l'enjeu. Donc, c'est passé par une deuxième pool, qui est ce qu'on appelle un tribunal décentralisé. C'était fait par Kleros, une belle entreprise que je vous invite à regarder. Et derrière, ce sont des personnes qui étaient tirées au sort, qui allaient choisir, et sur la véracité de l'affirmation, qui a gagné l'élection présidentielle. Et donc là, après coup, c'est Biden qui a gagné. Les fonds ont pu être distribués à ceux qui avaient voté Biden. Mais tout Donc en l'intérêt fait, ça permet d'organiser j'allais dire un tribunal révolutionnaire à la mode 2023, mais mieux. C'est pas un tribunal qui est parfait non plus. C'est-à-dire, il y a une transparence. Non, c'est que les règles de la Voilà. démocratie sont mieux orchestrées, c'est ça que tu dis. Oui, et en parlant de règles de démocratie, on peut aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. C'est la première fois dans l'histoire où on peut créer chacun son institution avec ses règles que l'on veut, et que paramétrer son organisation. Est-ce que tu veux que ton organisation soit une démocratie, une aristocratie, une oligarchie, une technocratie? Chacun peut jouer avec les différents systèmes historiques pour arriver à créer son organisation avec son système qui lui convient. Il peut en essayer plusieurs. Aujourd'hui, le coût pour créer une DAO, ça doit être de 37 centimes sur Polygon en utilisant Aragon. Il faut juste des gens qui ont envie d'être avec lui. Donc ça, les outils que tu cites, c'est pour ceux qui voudraient s'essayer. Aragon, c'est ça? Oui, une petite référence au poète. Si on va dans le futur, Jules, allez, on se projette dans 10 ans, ok? C'est quoi pour toi le futur de la DAO, des cas d'usage de la DAO? Comment tu vois le futur par rapport à ça? Moi, j'aime bien prendre l'exemple des communautés sur les réseaux sociaux. En se disant, voilà, là, on va prendre un exemple Taylor Swift aujourd'hui, elle a une grande, grande communauté. Elle apporte beaucoup d'argent, et beaucoup de gens consomment. Mais pour autant, est-ce que les gens sont vraiment très, très acteurs dans ces communautés-là? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Est-ce qu'il y a des événements qui sont créés autour? Est-ce qu'il y a de l'innovation qui est créée autour de ça? Comment font les gens pour gérer cette passion? Moi, je crois que les organisations décentralisées vont permettre à des consommateurs d'aujourd'hui, de consommateurs de contenu, de pouvoir allouer du temps à créer des choses, à créer de la valeur par rapport à ce contenu et le diffuser aux autres personnes de la communauté ou travailler avec les autres personnes de la communauté pour y arriver. Donc, ce ne sera pas seulement Taylor Swift qui fera vivre un écosystème à elle seule, mais ça sera Taylor Swift qui fait vivre des dizaines ou des centaines d'organisations ou des milliers d'organisations qui sont indépendantes, autonomes et qui font leur vie, que ce soit de manière locale ou que ce soit pour créer de l'innovation, financer des nouveaux podcasts, financer des nouvelles lignes de vêtements. Et ça créerait un écosystème beaucoup, beaucoup plus riche où la personne, avant, passait 1 heure sur YouTube, écouter uniquement le contenu. Là, elle pourrait passer peut-être une demi-heure à écouter du contenu et 20 minutes à essayer de créer le prochain événement où les gens se rassembleront. Ah ouais, donc c'est vraiment faire en sorte que le fan passif devienne membre actif. Et ça, c'est un cas d'usage de la créateur économique. Mais finalement,
ça s'applique aussi à peu près tout collectif. Là, on voit que c'est l'exemple des créateurs, mais tu prends dans une entreprise un collectif, un groupe, une unité, il y a toujours cette question d'engagement. Oui. Il faut faire en sorte que les gens aient un rôle et donc du coup, ça permet de donner ce rôle-là et d'affecter les gens sur une tâche qui va contribuer à la construction, à la pérennité du système, quoi. Voilà. Mais par contre, j'aurais dit l'inverse. On va pas affecter une gens à une tâche. C'est quelqu'un qui va être leader, qui va proposer quelque chose, qui va se faire financer ou pas, et des gens qui vont rejoindre son mouvement. C'est un projet de ultra capitaliste au final où chacun peut lancer son projet et c'est seulement les meilleurs projets qui fonctionnent. C'est la libre concurrence à l'état pur. Et que si moi tu m'acceptes pas pour lancer mon projet, je vais aller autre part pour voir comment lancer son projet. C'est Hayek qui disait ça et c'est un peu la théorie derrière Bitcoin en disant que n'importe qui commence à avoir un pouvoir monopolistique tend à en abuser. Ici, chacun peut de manière ultra facile arriver à réaliser son projet. Et c'est pour ça l'enjeu. Donc, pour revenir à ta question en disant jusqu'où on peut aller et qu'est-ce que ça va donner demain, moi j'aime bien utiliser l'exemple du jeu vidéo. En disant le jeu vidéo, il y a un vrai désalignement des intérêts entre les joueurs qui sont là pour passer du bon temps et le studio de jeux vidéo qui est là pour gagner de l'argent. Et la DAO, la communauté, disons, on est une seule même organisation et le but, c'est de concilier les deux. De faire un jeu qui est cool et qui peut maximiser la création de valeur pour ses utilisateurs. Donc, avec un modèle d'organisation décentralisée, on va pouvoir redonner la parole aux joueurs pour que ce soit les joueurs qui puissent manager la trésorerie et investir sur le futur du jeu, choisir les prochaines améliorations du jeu. Et c'est ça vraiment l'opportunité pour moi, c'est de redonner du pouvoir à chacun et de dire moi j'aimerais bien aussi travailler sur son jeu. Et parce que je le connais bien, je suis peut-être développeur, je peux faire ça, il y a un bug. Pourquoi attendre que ce soit la dev team qui résolve le bug? Je peux faire ma proposition de résolution du bug et elle est acceptée ou elle n'est pas acceptée. Et si elle est acceptée, je peux être rémunéré pour. Ouais, c'est non seulement ça permet de changer le paradigme, c'est-à-dire que les fans passifs deviennent créateurs eux-mêmes. Donc, ça, c'est énorme déjà. Les fans sont les nouveaux créateurs. Ça, c'est un article qui est passé il y a 1 an et demi, qui était rédigé par Li Jin, celle qui avait lancé, tu sais, qui avait théorisé la créateur économie. C'est un super article, je vous invite à le lire. Hein. Les fans sont les nouveaux créateurs et elle parlait du Web3 qui permettait de faire ça. Ça permet à tout membre en fait de pas simplement alors déjà de mieux participer d'après ce que tu dis, d'après ce que je comprends, d'être rétribué mieux, mais ça permet aux membres lui-même créer des choses pour l'univers ou le collectif dans lequel il s'inscrit. C'est comme laisser la possibilité, si je reprends ton exemple, à des jeux vidéo, à un joueur de créer un mode modification ou un autre jeu qui s'inspire du jeu original, mais avec sa propre touche. Et je ne sais pas si je prends l'exemple, tu vois, dans le retail, je ne sais pas si je prends une entreprise de luxe qui aurait envie d'appliquer ça chez elle, ça serait laisser la possibilité à ses fans, aux fans d'un parfum ou aux fans d'une robe, de eux-mêmes créer leur propre robe en hommage à la marque. C'est un peu ce que tu dis, quoi. Oui, et on sous-estime à quel point ça va vite. On peut prendre ces modèles Web3 qui utilisent ça pour dire que ça existe déjà, ces modèles, que ce soit par les jeux ou même en finance. En finance, il y a une des plus grosses DAO, c'est AAVE DAO. Et en l'espace de quelques années, ils sont créés en 2017, entre 2007 et 2019, avant de lancer leur DAO. Et là, dans ces 2 dernières années, ils ont lancé un nouveau réseau social. Rien à voir avec leur première entreprise, mais c'est un spin-off en disant il y a des personnes qui pensaient avoir une bonne idée là-dedans. Au lieu de se dire, comme Bill Gates, que je vais partir mon entreprise et monter l'autre, ils se sont dit, moi j'ai envie de faire ce projet-là. Il suffit qu'il y ait des personnes qui soient partantes pour me financer. Et c'est parti, on peut. Et donc maintenant, ce sont 2 énormes entreprises qui sont sorties en un temps record. Ils gèrent 15 milliards d'actifs. Combien? 15, je crois qu'en bull market, ils étaient à 15 milliards. Là, je sais pas combien ils sont, mais c'est le plus gros. C'est joli. Le plus gros écosystème de finances décentralisées. Mais on sous-estime, quand j'écoute tes exemples, mais on sous-estime tellement dans l'innovation la capacité de side project à devenir des projets champions, quoi.
C'est-à-dire, en gros, il y a combien de projets qui étaient pas l'idée comme étant prioritaires et qui sont faits un peu par-dessus la jambe, mais avec passion par des gens et qui cartonnent, ou alors des projets qui étaient une brique d'une plus grosse brique. Je prends l'exemple de Slack, par exemple, qui est un outil de messagerie. Slack, au départ, je crois que c'était une messagerie qui avait été créée pour qu'une équipe de jeu qui crée un jeu vidéo puisse se parler plus efficacement. Je crois que l'origine de Slack, c'est ça. Et donc, du coup, je crois que le jeu vidéo, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je crois qu'il s'est pas trop abouti. Il faudra retrouver l'histoire de Slack sur Wikipédia. Mais finalement, c'est la messagerie interne de Slack, la messagerie interne du jeu vidéo qui est partie. Et donc, du coup, ce qui est énorme dans ce modèle-là de Web3, quand on se dit, on laisse la possibilité aux gens, non pas juste d'être des super participants, mais de juste être des créateurs eux-mêmes, bah, ça démultiplie les capacités d'innover puissance XXX, quoi. C'est à la fois permissionless et composable. C'est-à-dire que n'importe qui peut proposer, et composable dans le sens où, avec ce système d'open innovation et d'open source, pas partout, mais il y a beaucoup de choses qui sont réutilisables, et c'est un peu la théorie des Lego, où chacun va pouvoir se plugger sur quelqu'un d'autre pour améliorer un système. Et aujourd'hui, pourquoi le monde de la blockchain est si compliqué? C'est qu'on crée l'infrastructure. On crée l'infrastructure de demain. Et pour que ça fonctionne, il faut que ça soit parfait, décentralisé, sans vulnérabilité. Et c'est ça tout l'enjeu où on dit la blockchain, il n'y a pas de cas d'usage. C'est que pour créer Internet, il fallait créer le réseau. Là, il y a le réseau, mais après, derrière, il y a les différents levels. Et plus on veut complexifier, et plus on veut donner une solution pratique à l'utilisateur final, plus il faut d'interface et de plugins pour rendre l'expérience smooth, facile et intéressante. Ce que j'aime bien aussi, c'est la capacité, alors au-delà de la création ou de laisser la possibilité à des membres d'une communauté d'être eux-mêmes des créateurs, j'aime bien cette idée d'empowerment que ça donne en fait à chacun des membres. Ça leur permet de devenir eux-mêmes à leur échelle des leaders et de proposer eux-mêmes de créer des collectifs et eux-mêmes de devenir des community builders. C'est ça que je trouve assez vertueux dans le modèle des DAO tel que tu l'expliques. Et ça me fait penser à un modèle qui est très connu dans le monde des grandes écoles et surtout aux États-Unis, qui est le modèle des fraternités et des sororités. Et aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle le Greek Office, qui est un peu une espèce de est-ce que c'est l'ancêtre de l'ADO? Je ne sais pas, mais je pense que c'est une asso. C'est organisé comme ça, mais qui est un peu interne à l'université, et comme en fait ça a pour but de gérer un peu la vie universitaire autour du campus. Et donc, du coup, de proposer à la fois des logements, mais aussi des activités pour les étudiants, sachant qu'en interne, les grandes écoles américaines, historiquement, elles ne peuvent pas tout accueillir sur le building principal. Donc, cette idée du Greek Office, alors Greek, je ne sais plus d'où ça vient, il y a une notion liée à la Grèce antique, je ne sais plus, hein, ça a 200 ans, hein, ce truc. Ça va financer en fait des projets de fraternité et de sororité qui vont leur être soumis. C'est-à-dire, en gros, ils vont pas essayer de centraliser la vie universitaire, la vie étudiante dans le bâtiment principal, et au contraire, ils ont décidé de décentraliser ça et de financer les meilleurs. Enfin, en tout cas, donc du coup, il y a dans ce modèle-là qui se rapproche assez de l'ADO pour moi, c'est en gros, faites vos jeux, ayez plein d'idées de collectifs, groupez-vous les uns les autres, quoi. Proposez-nous des choses qui sont en adéquation avec nos valeurs, avec ce que tu veux, et on financera les projets qu'on retiendra, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Sur le fond, oui. C'est-à-dire, un système qui marche, ça va être, quand le tout roule, il ne va pas y avoir besoin de s'assurer que derrière, personne puisse faire de bêtises. La DAO, ça propose, moi j'aimerais plus poser la question, c'est pourquoi aujourd'hui on va plus se structurer comme une DAO et pas comme ce système-là, si c'était à refaire. Pour deux raisons. La première, c'est l'utilisation d'outils informatiques qui vont permettre à une plus grande communauté de se coordonner pour arriver à leurs tâches, donc de manière plus grande, plus efficace, plus opérationnelle. Et la deuxième question, qui est pourquoi on est sur la blockchain, c'est pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui détourne de l'argent, quelqu'un qui fasse une bêtise. Et c'est pour assurer que tu fais bien partie de l'organisation et que tu n'es pas le copain qui a revêtu un masque. C'est peut-être quoi, c'est ce type exactement d'organisation que maintenant est très très facile à faire et organiser. Donc, ça demande toujours de l'humain. Avant tout, c'est de l'humain, c'est la communauté. Et si je peux rebondir sur un autre terme que tu as employé, c'est community builder.
T'as pas dit community manager. Parce que, aujourd'hui, c'est ça la différence, c'est que dans le manager, il va ordonner la communauté. Le builder, ça va être un facilitateur. Il va construire des cercles d'intérêt. Les principales DAO aujourd'hui fonctionnent par projet, en se disant, on va construire des petits cercles. Je vous invite à regarder Sobol, qui permet de visualiser les DAO et voir sous la forme d'un cercle comment ça a fonctionné entre des gens qui se connaissent pas, quand ils vont collaborer en petits groupes, en grands groupes. Et pourquoi on dit qu'ils se connaissent pas, c'est parce que personne peut partir avec la caisse et qu'ils peuvent se faire confiance. Tu peux rappeler le nom de l'outil pour visualiser? C'est Sobol, S-O-B-O-L. D'accord, super intéressant, ouais. Voilà, donc ça montre aussi l'évolution des DAO qui se complexifient, que ce ne sont plus uniquement des référendums, type référendum où il y a 100 personnes et chacun vote à une personne. Mais maintenant, il peut y avoir des sous-projets, des sous-DAO, des projets qui se partent en externe. On appelle ça des ventures DAO, en disant si tu veux monter ton projet, alors qu'au début, tu es dans un autre projet, bah, tu peux même être soutenu. C'est une venture. Ça va beaucoup plus vite. Si tu veux qu'il y ait un système de surveillance, on peut mettre en place une institution indépendante qu'on peut appeler Guardian, qui vont faire comme un système bicaméral où une personne va vérifier de manière indépendante les décisions prises. C'est ça qui est magique aussi, c'est qu'on peut maintenant créer l'organisation qu'on veut en s'appuyant sur des outils, et que si on respecte pas les règles, on n'est pas rémunéré, on n'est pas récompensé. Ça marche à l'incentive. Ça structure un peu les structures de récompense et de. Ouais. Bah écoute, merci infiniment, Jules, d'être venu nous partager tes lumières sur l'intérêt d'utiliser ou d'implémenter les communautés décentralisées, les DAO, quand on est une entreprise. Merci beaucoup d'être venu nous inspirer. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour un autre épisode. À très très vite. Ciao. Merci Jules. Merci Alex. À bientôt.